Salut Eric. Salut Dao. Alors, pour le podcast d'aujourd'hui, je souhaiterais qu'on parle d'un sujet qu'on évoque régulièrement, qui est l'autodéfense intellectuelle et cérébrale pour les personnes se pensant faibles. Exactement. Alors, on en est venu à parler de ça. Comme souvent, ce podcast va découler une conversation qu'on a eue juste avant, qu'on a décidé d'enregistrer, de formaliser un petit peu, d'organiser. Elle partait d'une constatation que j'avais eue que beaucoup de femmes dans mon entourage étaient victimes d'agressions qui ne sont pas là des micro-agressions, qui sont des véritables agressions au quotidien de la part de personnes s'octroyant le droit une espèce de droit d'insulte, une espèce qui les objectifie dans l'espace public, parfois dans la sphère privée, mais souvent au niveau public. Mmh. Donc l'histoire que je racontais à Dao, c'était, pour une histoire spécifique, c'est une amie brésilienne qui s'est faite récemment agresser dans la rue. C'est une jolie fille qui s'est faite, mais qui est pas du tout. Alors encore une fois, je veux juste bien appuyer sur le fait que je ne considère pas que parce qu'une fille porte une jupe courte ou qu'elle décide de montrer son ventre ou n'importe, que ça donne le droit à qui que ce soit de l'agresser ou de prendre des libertés avec elle. Mais je souligne juste que c'est quelqu'un qui n'est pas du tout dans… qui sexualise pas particulièrement, qui est pas son corps, qui se balade pas, qui n'était pas en train de se balader à ce moment-là avec quoi que ce soit qui pourrait faire croire à quelqu'un d'un peu déséquilibré que c'était open bar, d'accord ? Mais encore une fois, ça ne justifie rien. J'appuie très très fortement là-dessus. J'insiste. Bref, elle marchait dans la rue. Un type a commencé à l'aborder en lui demandant quelle heure il était, en lui disant qu'elle était très jolie, etc. Et au moment où elle lui a dit qu'elle n'était pas intéressée par quoi que ce soit, qu'elle n'avait pas envie d'aller prendre un café avec lui, le type lui a carrément balancé un coup de poing en plein dans le torse. Elle a eu mal, elle a eu un bleu. Elle me dit qu'elle a eu mal pendant une semaine ou 2 semaines. Le type l'a vraiment frappé. Une ex à moi, quelqu'un où je suis très proche, il lui arrive la même chose, sauf que le type l'a carrément frappé au visage. Cette même brésilienne, un type s'est permis de lui mettre une fessée dans la rue sans sommation, et c'est pas dans un quartier terrible, hein, c'est à Poissonnière à Paris, hein, pas loin de l'Opéra, enfin pas loin, c'est pas non plus, pas loin, c'est sur la même ligne, c'est pas non plus catastrophique, hein. C'est pas le ghetto. Et donc on parlait cette fille m'a demandé, cette amie m'a demandé si je pouvais lui apprendre à se défendre. Donc il y a cette espèce de mythe de la self-défense, en gros, faire comme dans les films où un type met la main sur l'épaule d'une nana, elle lui décroche une projection et lui casse le bras et le poignet, elle lui met un high kick avec ses talons et elle s'en va. Et je lui ai expliqué que la vie, malheureusement, ça marchait pas comme ça, que pour qu'une femme puisse avoir le dessus sur un homme dans une situation de conflit physique, ça demandait un entraînement énorme de la part de cette femme et un entraînement… Et pour combattre un individu, même un homme non entraîné, il faut énormément s'entraîner pour une femme, d'accord ? Il y a un différentiel de force, un différentiel de coordination, un différentiel au niveau hormonal, au niveau de la testostérone. Il y a une vraie différence. Je suis désolé, c'est peut-être pas… et je suis désolé. Et encore une fois, un coup de pied au parti et une fourchette dans les yeux, ça résout pas tous les problèmes. Pour vous, ok, c'est les 2 mouvements qu'on vous montre tout le temps, d'accord ? Le coup de pied au parti, vous pouvez voir dans des types se prendre des coups de pied au parti et continuer de courir. Et la fourchette dans les yeux, c'est déjà assez dur pour un boxeur de toucher quelqu'un d'autre avec ses poings fermés. Ce que disait un boxeur, j'avais vu, c'est déjà assez dur pour moi de toucher quelqu'un avec le poing fermé. Alors lui mettre les doigts dans les yeux, vous imaginez même pas. Hein. Et surtout qu'un œil, c'est hyper solide. Ouais, un œil c'est beaucoup plus solide. Moi, alors Dao et moi, on pratique des sports de combat régulièrement. Moi quotidiennement, Dao quasiment quotidiennement. Et en compétition, pour tous les deux. On s'est tous pris des doigts dans les yeux et des coups de pied au parti, des coups de genoux vraiment forts au parti pendant l'entraînement. Et
si vous êtes plutôt bien positionné, vous n'avez plutôt pas tendance à vous arrêter. Ouais. Bref, au-delà de ça, elle me demande si je peux lui montrer. Je lui ai dit, je peux te montrer des choses qui pourraient te sortir de situations catastrophiques en cas d'extrême urgence, mais je compare ça aux membres de force spéciale qui doit combattre à main nue. Les membres des forces spéciales ne sont pas du tout entraînés à combattre à main nue, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Pourquoi ? Parce qu'ils vous disent tout le temps, si vous avez perdu vos armes, votre deuxième arme, votre troisième arme à feu et votre couteau, vous avez déjà tout perdu, vous êtes mort. Parce que vous êtes dans un endroit où les gamins ont des kalachnikovs. Donc on leur apprend plutôt à être bien équipés et jamais perdre leurs armes, plutôt qu'à apprendre à combattre sans leurs armes. D'accord ? Bref. Elle me demande ça et je lui disais, mais je ne peux pas t'apprendre à vaincre en une situation de combat un type, surtout que cette nana, c'est pas un gros gabarit, quelqu'un qui va être plus fort, plus déterminé, par ses hormones, sans doute un peu dérangé, ou à ce moment-là, ou en tout cas aveuglé par une espèce de désir animal, ou de désir de domination, de dominance, je veux dire. C'est pas possible, d'accord ? Je vais pas pouvoir t'apprendre ça en 15 minutes chez toi. Je peux t'apprendre des trucs en 1 heure, mais ça va pas changer ta vie. Mais par contre, ce que je pense qu'il faudrait développer, c'est ce qu'on appelait la défense comportementale et posturale. Exemple qu'on prenait, un type qui vient aborder une nana un peu louche. Déjà, comment reconnaître un type louche ? Un type louche, c'est pas nécessairement un type en basket jogging sous ta capuche. Ça peut être un type comme le type qui l'a frappé, comme elle disait, jeune. Alors, les Brésiliens ont un autre sens, donc elle a mentionné blanc, bien habillé. Elle disait, ça me faisait pas peur. C'est peut-être que si tu avais su reconnaître, si on t'avait appris à reconnaître pourquoi, comme disait Dao, pourquoi est-ce qu'il est bien habillé, pourquoi il est à cet endroit-là la nuit, pourquoi il est seul. Voilà. C'était en plein jour, mais c'était le soir. Pourquoi il est au bord du canal Saint-Martin le soir, pourquoi est-ce qu'il est bien habillé, pourquoi il aborde une nana qu'il ne connaît pas, etc. Ouais. Peut-être que tu aurais appris, peut-être que si on t'avait appris à repérer ces signes-là, tu aurais pu l'éviter. Quelle qu'en soit la nature des signes. C'est-à-dire tu ne devrais pas avoir à l'éviter, mais on est dans une situation où on ne peut pas contrôler son comportement à lui, mais tu peux contrôler ton comportement à toi. Et deuxièmement, que dire au moment où il t'aborde ? L'exemple qu'on prenait, c'est un type qui vous aborde en disant excusez-moi, je vous trouve très jolie, est-ce que vous voudrez ? Vous répondez qu'est-ce que je fais ? Je vais voir ma mère qui a un cancer, ou je vais voir ma mère qui a un cancer à l'hôpital. Tout de suite, ça vous la coupe. Ou je viens d'apprendre que je suis enceinte, etc. Des choses qui sont ce qu'on appelle des ruptures de pattern, ça Pank en parle souvent, qui en gros vous font passer d'un état émotionnel à l'autre très, très rapidement et qui vous font perdre vos moyens ou en tout cas changer d'attitude de façon très rapide. Alors la rupture de pattern, pour ceux qui ne connaissent pas, un pattern c'est un schéma répétitif récurrent de comportement. Et lorsqu'on fait une rupture de pattern, en fait, on brise, c'est une manière de traverser ce qu'on appelle le jugement critique, qui est une zone qui est entre le conscient et le subconscient. Et ça permet un peu de désarmer les gens qui sont dans un schéma où un agresseur est dans un schéma qu'il a certainement déjà mis en place. Et il est dans tout un cheminement, dans tout un processus. Et en fait, lorsqu'on fait une rupture de pattern, on met en place un système pour casser ce schéma-là et désarmer quelque part intellectuellement. Si je vous donne des exemples, dans l'hypnose, le rupture de pattern, quand on vous dit « regarde le pendule », c'est pour créer un pattern, donc créer un schéma où vous êtes en train de regarder le pendule. Et puis au moment où ça s'arrête, on arrive à passer quelque chose. Ou imaginez-vous si vous êtes, avec en train un type qui vous voyez une très jolie fille, vous êtes en train de lui parler, vous êtes attiré que par les filles, on va dire que vous êtes un homme cisgendre, hétérosexuel, et vous tombez et cette personne vous annonce qu'elle était un homme la semaine d'avant, c'est possible que ça vous la coupe, rupture de pattern, vous n'avez plus du tout envie de copuler, parce que malgré le fait que vous aviez pu trouver cette personne très attrayante de visage juste avant. D'accord. Et oui, donc pour revenir à ce que tu disais… C'est un exemple que j'avais entendu en PNL, c'est pour ça, oui. Et sur ce que tu disais sur le fait de casser les patterns, après, alors la rupture de pattern, c'est effectivement une des armes de self-défense féminine, typiquement pour le cas dont on parle. Et on peut mettre en place des outils de rupture de pattern qui ont
efficace en fonction de la situation dans laquelle on est, c'est-à-dire en fonction de la personne que l'on voit devant nous Exactement. et en fonction de notre manière d'avoir calibré cette personne, donc profiler. Et on sait très bien qu'en général, si on regarde de manière statistique, les gens qui agressent comme ça des filles dans des endroits comme ça, ont en généralement, statistiquement, sur la collecte de données globales, ont certains traits communs. Et tu citais d'ailleurs par rapport à un ouvrage que tu avais lu sur du profiling FBI. Voilà. Et quels sont pour toi qu'est-ce qu'ils avaient noté pour toi comme caractéristiques communes suivant tous ces psychopathes? Alors là on parle, on n'est pas en train évidemment de dire que un type qui va aborder une nana dans la rue, même s'il peut être violent et être un psychopathe, mais c'est pour donner un exemple, c'est un livre qui s'appelle Mindhunter. Il y a une série sur Netflix qui est sortie qui est qui est inspirée de la vie de cet homme, mais qui est évidemment extrêmement romancée, un peu romantisée. Ils ont fait un peu un roman, ils ont fait quelque chose de plus romantique, mais le bouquin parle du développement de l'unité de profiling au FBI, le département d'études comportementales. Et ce qu'ils expliquaient, c'est qu'il y a 4 traits qui sont pas nécessairement communs à tous les psychopathes, mais qui sont représentés de façon extrêmement courante chez les psychopathes. Encore une fois, ça ne veut pas dire que vous êtes un psychopathe si ces 4 caractéristiques si vous avez ces 4 caractéristiques, mais quasiment tous les psychopathes ont ces 4 caractéristiques. Évidemment, lire un bouquin, ce qu'ils disaient, c'est pas lire un bouquin où je vous raconte l'histoire de ma vie qui va faire de vous un profiler. Mais c'est intéressant. Et il y avait, donc là, dans ce cas-là, si je me souviens bien, il y avait la torture torture et dissection, vivisection d'animaux quand on est pendant l'enfance et l'adolescence. Le fait, ça m'a surpris, de mouiller le lit tard jusqu'à l'adolescence. Une fascination, être fasciné par la police et les forces armées, mais plus souvent la police, parce que ça représente le pouvoir. Et la 4e, si je me souviens bien, encore une fois, je ne veux pas dire de… Ah non, et la 4e, c'était la pyromanie et des tendances pyromanes. Et tout cela, et très couramment aussi, on en avait un 5e, numéro complémentaire, qui était une mère abusive. Parce que souvent, c'est des gens qui visent les femmes. C'est dans l'immense majorité des cas des hommes qui visent des femmes. Et c'est souvent lié à une relation extrêmement conflictuelle et difficile avec leur mère. Donc voilà, donc c'est un bon exemple à donner. Et donc il y a sûrement on ne s'est pas énormément penché sur le problème parce que c'est une conversation qu'on avait, mais il y a sûrement des données communes, quelque chose de commun qu'ont les personnes qui pourraient se montrer violentes avec une femme dans un lieu public. Quels sont ces points communs? Les identifier, apprendre aux personnes à les identifier rapidement, avant que la personne soit suffisamment… avant que la conversation soit suffisamment engagée et avant que la personne soit suffisamment proche de vous pour qu'elle puisse se montrer violente, afin, idéalement, Sun Tzu, l'art de la guerre, éviter tout conflit. On évite la vraie victoire, c'est d'éviter d'avoir à combattre. Et comment, en cas de problème, si on n'a pas pu justement éviter entièrement le contact, la relation, être capable de désarmer le plus vite possible, ou si on n'arrive pas à le faire le plus longtemps possible, la personne en question, jusqu'à ce qu'on puisse se mettre en sécurité dans un espace public, un café, un hall d'immeuble où il y a quelqu'un qu'on connaît, enfin, etc. Moi, un autre truc auquel j'avais pensé, c'était comment apprendre à mettre des femmes en situation dans une rue, en leur disant ok, vous êtes dans une rue, type, vous arrivez à identifier quelqu'un de bizarre, on va dire il vous elle, d'accord, de loin. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce qu'il y a des fenêtres de rez-de-chaussée? Parce qu'on prend les gens à partie, on élimine le syndrome du témoin. C'est-à-dire qu'une femme peut se faire agresser sexuellement dans une rame de métro avec 10 personnes autour. Par contre, si elle dit à une de ces personnes, s'il vous plaît monsieur ou madame, aidez-moi, tout de suite, tout le monde se sent légitime pour intervenir. Donc, comment apprendre ce qu'est le syndrome du témoin, essayer d'apprendre à le contourner, à créer donc cette rupture de pattern qui est est-ce que quelqu'un va faire quelque chose? Est-ce que c'est moi qui devrais faire? Si ça se trouve, il la connaît. Non, bien dire je ne connais pas cette personne, s'il vous plaît, aidez-moi.
frapper à des fenêtres qui sont au rez-de-chaussée en disant excusez-moi, au secours, aidez-moi, appelez la police, faites quelque chose, il y a quelqu'un de bizarre, j'ai peur. Les gens vont ouvrir la porte, vous vous sentez tout de suite prêt à partir. En plus de ça, au niveau légal, il y a non-assistance à personne en danger au bout d'un certain point, si jamais la personne s'en prend à vous physiquement. Et tu sais, ça me fait penser à ce qu'on disait tout à l'heure. Je dis que souvent, ce que je reproche aux gens, c'est de ne pas comprendre que toute situation peut comporter plusieurs nuances. Exactement. Et la plupart des gens, je pense que les femmes qui sont agressées, elles ont seulement deux types de comportements. Le premier, c'est le mutisme, une espèce de fuite, ou le fait de répliquer de manière trop violente et de surstimuler l'agressivité de la personne. Mais entre les deux, il y a différents scénarios qui sont possibles. Il y a des vraies méthodologies de réponse, de rupture de pattern en fonction de l'observation qu'on peut utiliser. Alors c'est vrai qu'il faut beaucoup de sang-froid et c'est pour ça qu'il faut beaucoup d'entraînement et tout ça. Mais et ça c'est le vrai entraînement je pense qu'il serait un vrai entraînement d'autodéfense pour les femmes. C'est-à-dire apprendre à reconnaître après à un niveau plus élevé. Et je ne dis pas que je suis capable, mais je sais que c'est possible. Il faudrait avoir, encore une fois, je pense que Pank serait beaucoup plus à même de nous orienter là-dessus. Pour savoir reconnaître quel type de personne va être stimulé par une approche plus mutine, quel type de personne quel type de personne va être stimulé dans son agressivité par une approche plus agressive et comment essayer d'éviter l'une et l'autre avec tel type de personne et quelle chose dire pour désarmer tel type d'agresseur. Il ne peut pas y avoir, c'est logique, comme tu dis Dao, la vie, il y a quand même une composante statistique et mathématique. Le panel de personnes qui pourraient s'en prendre à une femme dans un espace public, il n'est pas, les caractéristiques qu'il possède, il n'est pas énorme. C'est pas, contrairement à ce qu'on peut entendre souvent, tous les hommes qui sont des violeurs potentiels en puissance ou des agresseurs potentiels en puissance. Il y a des caractéristiques communes et c'est un spectre qui est relativement restreint. D'accord ? On peut identifier les comportements dans ces cas-là. Quels sont les comportements identifiés et on va après apprendre à se placer sur ce spectre pour pouvoir se défendre. Éviter et désamorcer. Considérer cet individu comme une bombe qu'on doit désamorcer. De la même façon qu'on vous apprend, alors ça c'est un autre, quand on est, je pense à ça parce qu'en ce moment il y avait une campagne dans le métro contre justement le harcèlement sexuel où on voit des différentes femmes qui tiennent des bars et il y a une espèce de gros prédateur, souvent un prédateur, quelque chose qui est au chômage alimentaire, un requin, un loup, un ours derrière pour montrer qu'elles se sentent menacées. Comment, comme quand on apprend je voyais les personnes qui chassent en milieu, qui pratiquent la chasse en milieu hyper sauvage, comment réagir aux États-Unis? Comment réagir face à un puma, comment réagir face à un ours, ce qui arrive souvent dans beaucoup d'endroits, comment réagir face à un élan en rut. Parfois, ce qu'il faut faire avec l'un peut vous mener à par exemple un puma, vous faire grand et crier, parce que c'est un félin, il va fuir. Si vous faites ça face à un ours, vous faites grand et vous criez, il va penser que vous voulez être dominant, il va se mettre sur ses deux pattes, il va vous décapiter. Donc, savoir quel comportement adopter avec quel prédateur. Je ne sais pas si ce sera aussi différent, mais en gros, savoir s'adapter au danger. On peut même faire une analogie avec le jiu-jitsu, savoir comment s'adapter à quel type d'attaque et à quel type d'adversaire. Alors, je sais que actuellement, les sections de self-défense féminine autour de sports de combat comme le Krav Maga ou le Pancaktu a énormément de succès parce que voilà, on est une société qui évolue sur le fait qu'on doit vivre avec une sensation d'insécurité en permanente alors que franchement on est plutôt en sécurité et je pense que la répétition de certains mouvements comme il peut y avoir dans les cours de Krav Maga par exemple sur un adversaire passif en plus. Oui, alors pour moi il y a encore une fois la vie est nuancée, c'est-à-dire qu'il y a un double sens. Nous d'un point de vue authenticité martiale on se dit non mais les coups de pied dans les parties, crever les yeux ça marche pas. Après, derrière ça, ce qu'il faut comprendre aussi, parce que tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc, c'est que ça peut induire chez des femmes un sentiment de confiance qui leur permettent effectivement, à un moment donné, lorsqu'elles sont agressées, d'être dans une posture où elles sont capables de travailler sur des ruptures de pattern. Exactement. Voilà. Mais elles vont pas forcément, elles ne mettront jamais un coup de pied dans les parties, elles ne crèveront jamais les yeux. Mais le fait de savoir qu'elles l'ont fait et qu'elles ont été dans une situation comme ça peuvent les conforter et se dire à ce moment-là, on met en place des schémas de contournement pour éviter l'agression, parce que de toute façon, on n'en arrivera pas là. Et à ce moment-là, appliquer des ruptures de pattern. Je suis d'accord avec toi. Le fait d'enseigner à quelqu'un l'idée
j'écoutais un podcast, j'écoute un podcast maintenant assez régulièrement qui s'appelle le Jocko Podcast, Jocko pour ceux qui parlent anglais. Jocko Willink, c'est un ex-officier des Navy Seals, donc une unité d'élite. Il a mené, si je ne me trompe pas, l'attaque sur Fallujah et sur Ramallah, donc c'est un type qui a une vraie expérience et qui est ceinture de jiu-jitsu brésilien, mais qui expliquait qu'en gros, le fait être très agressif très rapidement face à quelqu'un qui s'y attend pas, évidemment, ça peut vous permettre de prendre un ascendant. Après, quand on parle d'une femme de 49 kg ou 52 kg contre un homme de 80, ça change. Mais par contre, ça peut vous donner, comme tu disais, un sentiment de confiance, mais que n'importe quel sport de combat va te donner. Autre chose, je parlais à Jimmy UV. Jimmy UV, qui est un pratiquant de lutte à livrer, qui sait ce qu'il fait au sol. Et en combat en général, qui a un sens de l'opposition, mais qui donne des cours de Krav Maga et qui lui a une approche qui apparemment n'est pas très aimée par pas mal de gens parce qu'il a une approche qui est justement encore une fois beaucoup plus posturale et de la posture, je veux dire, psychologique de la pratique et dont le but est d'instaurer ce que tu disais, une espèce de sentiment d'instiller une espèce de sentiment de confiance. Donc, je ne dis pas que tout est mauvais, il y a à boire et à manger. Ce que je dis, c'est que pensez qu'on va vous apprendre 4 techniques, un coup de pied dans les parties, un coup de tête, et que ça va vous permettre de prendre un ascendant physique sur quelqu'un qui est génétiquement extrêmement avantagé par rapport à vous. C'est à la limite du dangereux. Parce que on peut avoir un vrai sentiment de confiance, mais on peut avoir un faux sentiment de se sentir en sécurité. C'est-à-dire que j'avais parlé avec une fille qui me parlait de Krav Maga. Et comme beaucoup de gens, vous savez, il y a cette espèce de sentiment les gens qui en connaissent un petit peu ont souvent l'impression d'en savoir beaucoup plus sur un sujet. Et c'est encore plus flagrant quand ils parlent à quelqu'un qui en sait beaucoup. Les sports de combat, ça me connaît. Le combat, ça me connaît, d'accord. Je fréquente des combattants professionnels en MMA tous les jours. Je sais qu'en jiu-jitsu tous les jours, d'accord. Je sais comment ça marche. Je lui dis ok, d'accord, tu fais du Krav Maga. Je lui dis est-ce que tu m'autorises dans les 5 secondes à venir, je vais faire quelque chose. Je n'ai aucune animosité envers toi et ça s'arrêtera au bout de 5 secondes, d'accord. Donc ne t'inquiète pas, je ne te ferai pas de mal. Je veux juste que tu saches que ce que je vais faire maintenant, c'est pas parce que je m'énerve, c'est ce que tu m'autorises maintenant à te montrer que ce qu'on t'a appris ne va pas marcher sur moi. Et que tu vas absolument pas pouvoir le mettre en application. Si tu y arrives, et comme je voulais pas créer même un mauvais rupture de je dis je t'encourage à essayer, d'accord. Je t'encourage à le faire, ok. Mets-toi en condition, tu sais que je vais être agressif dans 3 secondes. 3, 2, 1. Moi en plus je suis entraîné, je suis venu hop, et j'ai pas fait un mouvement de sport de mes sports de combat parce que sinon je savais que l'avantage allait être. J'ai mis ma main autour de sa gorge, je lui ai tenu le poignet avec juste la force que j'ai et je l'ai maintenu sur le canapé. Pendant 5 secondes. 1, 2, 3, pas assez pour lui laisser de marque. 4, 5. Et je l'ai lâché, je lui ai dit excuse-moi, tout va bien, j'ai bien fait attention à ne pas te faire mal, heureusement je sais contrôler ma force, etc. Elle m'a dit j'ai rien pu faire, j'aurais rien pu faire, tu aurais pu faire ce que tu voulais. Il dit exactement. Par contre, donc là il faut une désamorçage. Le combat n'est pas là. Le combat n'est pas là. Le combat il est dans le désamorçage. Et donc vas-y, donc tu disais Dao, il y a tu disais que tu parles de désamorçage postural. Donc c'est pas uniquement une défense verbale, c'est aussi une attitude. Ce que je te disais, on parlait tout à l'heure, par exemple, quand on est sur le tapis, quand on rentre sur le tapis et que, je veux dire, moi je fais partie des gabarits les plus légers. Il y a du fait que déjà je suis un gradé, que ça fait longtemps que je suis dans le truc, je suis bienveillant, j'ai une posture, etc. Enfin, tout ça pour moi je le mets autour d'une posture avec des ingrédients que j'ai décrits auparavant. Et cette posture là fait que je suis respecté de tous les gens. Alors c'est vrai que les gens sont plutôt ils sont plutôt bien mindés et tout ça, mais il y a quand même un truc où il y a des mecs qui me respectent et qu'il y a un respect général. Et c'est vrai que quand on se le dit avec Eric, nous qu'on se promène dans la rue, qu'on va faire des trucs, etc., on n'a jamais de problème. Jamais de problème. Et qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas de problème? C'est qu'on a des petits ingrédients. Moi, je suis très mathématicien dans l'approche. On a des composants de notre posture qui font que
la corrélation de tout cela fait que il y a une sorte de sphère qui nous protège et qu'on n'est pas agressé. Et moi, ce que j'aime derrière ça avec cette approche mathématicienne, c'est d'aller extraire toutes ces choses-là et pouvoir les prendre et les enseigner à toutes ces personnes qui se sentent faibles, que ce soit des gens de petite taille, des gens plus âgés, faibles physiquement, des femmes, etc. Je pense qu'on avait pas mal résumé le truc on pourrait le résumer en disant que tu as l'air, parce que les gens ne peuvent pas savoir que tu t'entraînes à étrangler des gens, à tuer des gens et à leur laisser la vie sauve tous les jours. Par contre, tu peux posturalement avoir une attitude qui laisse à croire que ça n'en vaut pas la peine. Voilà. Ça ne vaut pas la peine pour quelqu'un qui a envie d'asseoir sa dominance de s'en prendre à toi. Oui, parce je pense qu'à un moment, un mec qui agresse, il a forcément à un moment une part de jugement statistique. Bien sûr. C'est-à-dire, il va qui je peux m'en prendre. Oui, voilà, il va choisir. En fait, il va choisir. Et il y a toujours un moment. Enfin, on parle toujours, comme on dit, on parle toujours des cas dramatiques où on arrive au bout de la mort. Mais je pense que dans toutes les agressions, il y a une part statistique qui n'arrive pas au bout. Il y a beaucoup de gens, quand tu discutes autour, il y a beaucoup de gens qui se disent qu'ils ont été agressés, mais il n'y a pas eu finalement de dégâts. Qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là, la chose n'est pas arrivée jusqu'au bout? Et après, ce qu'il faut regarder, c'est pourquoi c'est pas arrivé jusqu'au bout et quels sont les éléments conscients ou inconscients qui ont mené à un non-aboutissement de l'acte dramatique. L'exemple dont je parlais là avec Dao dans le livre, c'était l'auteur interviewait des psychopathes en prison pour essayer de créer justement un profil. Et un des psychopathes lui avait raconté qu'il avait pris une femme en stop, parce qu'il prenait les femmes en stop et puis il les emmenait dans un terrain vague pour les violer et les découper. Et la nana en chemin s'est mise à pleurer, mais elle ne savait pas qu'il était en train de l'emmener dans le terrain vague. Il lui a dit pourquoi, elle disait parce que c'est vraiment bien, je crois qu'elle lui a dit quelque chose du genre c'est vraiment bien que vous m'ayez pris parce que là j'en pouvais plus, en plus je viens d'apprendre que mon père avait un cancer. Le type avait déjà perdu quelqu'un, je ne sais plus si c'était à cause d'un cancer, ou en tout cas il avait été mis face à un deuil lié à la maladie et il n'a pas pu le faire. Il l'a ramené chez elle. Alors ça a l'air, c'est beaucoup de chance et c'est un cas ultra extrême, mais peut-être que… Mais ça a marché. Oui, voir un type qui la nuit voit une femme qui rentre chez elle, c'est le genre de personne qui pourrait justement l'agresser ou l'importuner, qui la voit et qui sent en elle une certaine posture, ou quand il lui parle, se rend compte qu'elle lui dit, et si elle lui dit quelque chose qui rompt son pattern, ça peut clairement, peut-être, on va peut-être pas dramatique lui sauver la vie, mais ça peut vraiment faire une différence, ne serait-ce qu'une posture de loin, une posture, quelqu'un qui marche de façon d'une certaine… Alors je sais pas, je veux pas donner de conseils parce que je sais pas s'il faut justement avoir l'air d'une reine de glace ou avoir l'air fermé ou avoir l'air, parce que c'est pas je me suis pas penché assez dessus pour pouvoir vous donner des conseils qui pourraient après vous mettre en danger. Mais pour l'instant, on était vraiment dans la théorie, dans le fait qu'il faut avoir une approche posturale et comportementale et psychologique de l'autodéfense pour les femmes, parce que là où vous ne voulez pas arriver, c'est dans ce qu'on va vous enseigner dans beaucoup de cours de soi-disant self-défense, qui est la confrontation physique. C'est ce que vous voulez éviter à tout prix. C'est la fin de la fin de la fin de la fin. C'est quand tout s'est mal passé. C'est vous êtes en situation, vous êtes un militaire en situation de guerre qui a pas besoin. Encore une fois, c'est une analogie. Je dis pas que le monde est en situation de guerre. Je prends un exemple intéressant là-dessus sur la terminologie qu'on utilise souvent dans ces sports d'autodéfense. Je donnais des cours de jiu-jitsu brésilien à l'époque il y a quelque temps dans une académie où je remplaçais un de nos amis, Mathieu Husson, si tu nous écoutes, et qui avait été fondé par deux combattants de boxe thaï de très haut niveau qui voulaient des cours de jiu-jitsu brésilien. C'était très exécutif, donc l'endroit ressemblait à un coffee shop. Et le type un des propriétaires m'avait expliqué qu'il avait pensé à donner des cours de Krav Maga. Pourquoi ? Parce que ça rapporte énormément. Il y a énormément de clients. Il n'y a pas besoin de beaucoup d'espace. Donc, vous pouvez avoir 70 personnes sur un petit tapis. Ça attire un public féminin, etc.
mais qu'il avait renoncé parce qu'il entendait le professeur parler tout le temps d'agresser et d'agresseurs et d'agressivité, et il faut toujours être prêt, et il faut toujours être sur le qui-vive, et tout le monde est potentiellement dangereux, et qu'il n'aimait pas l'esprit, il n'aimait pas ce qu'il entendait. C'était sinistre. Alors que c'était quelqu'un qui était capable, je vous promets, de vous briser la jambe en deux avec un coup de pied. Mais ce type, ça lui avait profondément déplu d'entendre les interactions et les relations humaines être limitées à vous êtes une victime potentielle et tout le monde est un agresseur potentiel. C'est pas ce qu'on est en train de vous dire. On est en train de vous dire comment apprendre à reconnaître l'agresseur potentiel parce qu'il existe. On ne va pas nier son existence, mais il n'est pas non plus omniprésent. Parce que la vie, encore une fois, elle est pleine de nuances. Et tu sais, on parle de cas extrêmes de psychopathes qui se promènent dans caméra et tout. Mais il faut savoir que généralement sur les agressions sexuelles, alors les agressions sexuelles, elles ne sont pas forcément que pénétrantes ou etc. Bien sûr. Ça peut être juste. Elle a fait c'est que c'est prise ma copine sans raison. Ça peut être. Tu rentres dans une entreprise, tu sors de ton diplôme, tu rentres dans une boîte, je sais pas, type L'Oréal, je sais pas quoi. Il y a une espèce d'esprit jeune, etc. Et le soir, donc comme tu n'as pas de vie de famille, c'est souvent des apéros, on fait des réunions, on part en kick-off, sorte de réunion annuelle ou semestrielle dans un endroit pour parler boulot, etc. Et dans la soirée, tu as un de tes collègues avec qui tu bosses depuis 1 an, il va un peu trop loin parce qu'on a un peu bu, parce qu'il pense qu'il est proche de toi et parce qu'il ne te connaît pas. Il se permet de te dire des choses. Voilà, etc. Ça peut être ça, ça peut être tu sors je sais pas moi, de classe préparatoire et tu rentres dans une école d'ingénieur ou dans une école de commerce et tu as un bizutage et au sein de l'école, tu es potentiellement vu comme une victime par 2-3 mecs et les mecs dans la soirée, ils te font boire, etc. Ça peut être ça l'agression et c'est très souvent ça l'agression sexuelle, l'agression démesurée parce qu'on est identifié comme une victime. Ça peut être un mec et très souvent c'est un mec dont tu ne soupçonnerais pas parce que tu te dis que dans le cadre des entreprises, et c'est pour ça qu'ils mettent beaucoup dans les grosses boîtes des histoires d'éthique, etc. C'est-à-dire que quand un mec agresse une femme dans une boîte grosse comme Dell ou je sais pas quoi, dès que tu vas te plaindre au DRH, c'est licenciement pour faute grave sur le champ parce qu'ils savent que ce sont des terrains de prédilection. Ce sont des terrains de prédilection où les hommes pensent qu'ils ont le pouvoir parce que dans le milieu de l'entreprise, il y a quand même beaucoup d'hommes à certaines échelles et que les femmes se sentent… J'aime parler de comportement sexuel déplacé. Pour ne pas diminuer le terme agression. C'est comme il y a une hiérarchisation, comme tu disais, de tout. Et il faut savoir hiérarchiser les choses parce que sinon, si on met tout au même niveau, ce qui arrive et je peux comprendre que ça arrive par des personnes qui ont été justement agressées, qui se sentent menacées sexuellement, de mettre tout au même niveau, de parler de culture du viol, de choses comme ça, parce qu'il y a une… Ça peut être… parce qu'il y en a marre. Et donc, un prof de danse. Mais le problème, c'est que sans hiérarchisation, on diminue la souffrance de ceux qui souffrent le plus. Oui, bien sûr. Et donc, on a du mal à identifier les différents comportements. C'est-à-dire qu'il y a des hommes qui peuvent avoir des comportements déplacés et c'est terrible. Et je ne dis pas que ça les excuse, qui ne s'en rendent même pas compte. Donc, on va parler je vais parler par exemple pour quelqu'un qui va dire dis donc, ça ne m'étonne pas que tu aies eu une promotion à une fille. Donc, vu ton décolleté, ça ne m'étonne pas. Je pense que tu vas avoir une promotion bientôt à quelqu'un parce qu'il a un peu bu au comité d'entreprise. Je parle à ça d'un comportement sexuellement déplacé. C'est pas la même chose que… Et dans ce cas-là, tu lui dis, écoute, je suis content d'avoir cette promotion parce que… Mais ça n'est… j'ai self-défense, hein. Avec tous les malheurs que j'ai eus avec quelqu'un de ma famille très proche qui a eu un cancer, etc. Mais dans un comportement sexuel déplacé, on peut dire je te permets pas. Oui. C'est possible, d'accord. Oui. C'est pour ça, il faut apprendre aussi à hiérarchiser. Tu vois, c'est-à-dire que là, elle peut dire dans le cas, écoute, on se connaît pas, t'es gentil. Je sais pas la façon que tu parles aux gens, mais j'aimerais bien. Je suis un être humain, merci. Voilà, d'accord. Dans un contexte dans un cocktail d'entreprise, c'est faisable. Ouais. Mais il y a une hiérarchisation. Une nuance. Il y a une nuance. Ouais. Mais encore une fois, parce que tu disais l'agression sexuelle, c'est souvent on parle d'une sorte de micro-agression. Parce que mais il y a pas que ce soit excusable du tout, hein, parce que c'est souvent d'ailleurs aussi la porte. Ce qui légitimise la personne qui fait pire en disant lui il a fait ça, moi je trouve que c'est à peu près pareil. Entre ça et lui mettre la main aux fesses, c'est à peu près la même chose.
Mais donc oui, il y a évidemment, encore une fois, je veux juste préciser s'il y a des demoiselles qui nous écoutent ou des femmes qui nous écoutent, que ça passe aussi par l'éducation et au niveau social, par l'éducation des hommes. D'accord. Mais si on est on est des millions dans nos agglomérations, d'accord, on se place de façon réaliste, tout le monde n'a pas eu cette éducation. Il y a des gens qui sont juste un peu, qui sont déséquilibrés au niveau psychologique, d'accord. Mais évidemment que ça passe aussi par une sensibilisation, par et je suis pas du tout de cette école qui va dire que tous les hommes sont des porcs potentiels et que tous les je dis vraiment que, mais je sais que ça passe par une certaine forme d'éducation. Être un homme, et encore une fois, je vais peut-être écoutez-moi jusqu'au bout. Être un homme, c'est plus dur d'être une femme dans la société, mais être un homme, c'est pas facile non plus, d'accord. Surtout si on n'a pas eu les bons repères, d'accord. La testostérone, le besoin reproductif, d'accord, la compulsion reproductive chez l'homme fait que ça peut vite mener à des dérives, d'accord, le besoin de dominance. Tout ça, c'est des choses qui sont propres au comportement masculin et qui sont pas, c'est pas un mystère, d'accord. Je vous encourage à vous pencher sur les travaux de Heather Heying et Eric Weinstein qui ont pas mal travaillé là-dessus. Et qui en parle beaucoup en ce moment parce qu'il y a cette espèce de backlash postmoderne de dire qui pousse à dire qu'on est tous identiques, ce qui n'est pas le cas. Évidemment qu'il y a des femmes qui ont des comportements qui sont traditionnellement beaucoup plus masculins et des hommes qui ont des comportements beaucoup plus féminins. Il faut que ces gens aient la place et d'où l'égalité nécessaire dans nos sociétés. Mais il y a quand même des tendances majeures. Donc je dis pas que et apprendre et s'en rendre compte pour les femmes aussi, c'est une façon de mieux aborder les relations intersexuelles dont on veut qu'elles soient les plus saines possibles. De la même façon que mieux comprendre le comportement les comportements qui sont en général principalement des comportements et des tendances féminines, c'est des choses qui doivent être valorisées et enseignées aux hommes pour qu'on puisse vivre ensemble. On est fondamentalement différents, mais aussi beaucoup plus similaires que nous sommes différents, d'accord. On a quand même, on est la même génétique, pas déconner non plus. Mais je pense que, comme tu disais, le savoir identifier quand on est potentiellement, même sans le vouloir, agresseur, ou que la personne peut se sentir agressée, c'est très important. Oui. Et pouvoir en parler ouvertement, pouvoir dire, écoute, je pensais qu'une femme puisse se sentir en sécurité en société, pour dire, je me suis pas senti bien quand tu as dit ça, et pouvoir dire, tu sais, c'est pas du tout ce que je voulais dire, j'en suis désolé. Je vais vous donner encore un exemple. Moi, je suis pas tellement pudique, je donne un exemple personnel. Alors, c'est pas du tout une agression sexuelle, mais quelqu'un, ça m'est arrivé dans ma vie d'avoir une relation, donc une relation sexuelle avec une fille qui m'a dit après, écoute, il faut absolument que je te parle. Et je lui ai répondu, c'était arrivé plusieurs fois, j'ai dit, t'es pas enceinte, j'espère. Et elle me dit, waouh, non. Je lui dis, ouf, parce que j'ai entendu. Je suis désolé si j'ai dit ça, parce que j'ai des amis à qui il est arrivé ce genre d'histoire et je suis toujours un peu parano, même si on s'était protégé, même tout. J'ai pas envie de. C'est des espèces d'histoires d'horreur, ça me fait toujours un peu. Elle voulait pas du tout me parler de ça et ça l'a blessée qu'elle pense que je puisse. Que ce soit la première chose. En gros, elle s'est dit, en gros, tu me vois que comme. Le seul problème qu'on peut avoir ensemble, c'est. C'était rapport à son corps, ça l'a pas mise bien, elle était pas bien. Ça n'a rien à voir avec le sexe, mais en gros, on peut très bien dire à quelqu'un, penser qu'on est, comme tu disais, se sentir. Et c'est m'est arrivé aussi, mais c'est juste que quand ça vient d'une femme vers un homme, il n'y a aucune notion de danger. Quelqu'un peut être un peu dire quelque chose parce qu'il pensait qu'il y avait une connivence, qu'on était plus proche que ce qu'on était, proposer quelque chose et se faire envoyer. Moi, j'ai de la chance, ça n'avait pas arrivé, mais ça peut m'arriver un jour. Se faire envoyer
un type peut vous dire, on va prendre l'exemple que tu prenais dans un comité, dans un truc d'entreprise, un voyage d'entreprise, dire à une nana, écoute, ça peut être n'importe quoi. Il essaie de l'embrasser, il essaie de machin, et puis elle le repousse. Elle peut se dire, qu'est-ce qui lui a fait croire qu'il pourrait se permettre de faire ça? Il faut qu'elle se sente en sécurité pour lui dire, écoute, c'est pas ce que je pense, sans penser que le type va lui mettre une tarte dans la figure. Bien sûr. Ou l'insulter, ou qu'elle va devoir le payer. Donc ça passe aussi par une éducation des deux côtés, une communication entre les sexes qui est très importante. Mais nous, effectivement, alors là, on est vraiment sur le problème de fond, mais nous, il ne faut pas oublier que le point de départ de cette conversation, de ce podcast, c'est la défense. Ouais. C'est vraiment la self-défense, c'est-à-dire qu'on est au-delà, si tu veux, on a déjà passé certains stades, et que la self-défense peut être vraiment la posture. Je partais dans une tangente un peu loin, mais oui, évidemment. On va conclure là-dessus, on est dans les 40 minutes, donc merci Super. Eric. Merci beaucoup. Et puis rendez-vous au prochain. Ciao. Ciao.